Avant votre épisode, on aimerait prendre une minute pour vous parler de ce qu'on peut faire pour vous. En plus de faire des podcasts, l'Académie de la qualité efficace est avant tout une entreprise de conseil en qualité système et opérationnelle. Si vous aimez nos podcasts, vous allez adorer nos interventions. Tous les détails sont sur notre site web. Ce sont exclusivement nos interventions qui nous permettent de faire ces podcasts, alors n'hésitez pas à parler de nous pour répondre à des problématiques sur vos sites, si vous avez besoin d'un renfort en ressources qualité, ou tout simplement à partager les épisodes qui vous ont marqué. Ça nous aide vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour l'instant publicité, et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 63 de la Postcaf, le podcast de l'Académie de la qualité efficace. Épisode 63 quand même, ça fait un moment. On se retrouve aujourd'hui avec Arnaud et Wael pour continuer notre discussion sur la documentation et surtout la documentation vidéo. Alors les gars, comment ça va ? Ça va bien. Super, très bien. Ouais. Beaucoup d'entrain. Voilà. Moi en tout cas je suis excité, j'ai réparé la courroie de mon tracteur, tout va bien, le monde est parfait. C'est cool. Bon. Et le live n'est toujours pas en live. Ouais, c'est normal. Voilà. Je m'inquiète tout le temps, vous avez remarqué, mais bon voilà. Ça y est, ça va partir là. Donc alors, la fois dernière, on parlait justement du coût du système documentaire qui était impressionnant. Franchement, c'était vraiment une surprise importante pour moi de découvrir que ça coûtait si cher. Et on avait discuté, un système documentaire parfait, à quoi ça ressemblerait. Et on en était resté à la fin sur l'amélioration, comment faire pour avoir un système documentaire, comment améliorer en tout cas l'efficacité de ton système documentaire. Et tu nous avais parlé, Wael, d'une solution très intéressante qui générait chez moi beaucoup de questions. C'était les fameuses procédures vidéo. Donc ces fameuses procédures vidéo, donc c'est vrai que l'avantage que tu nous citais la dernière fois, c'était que ça capturait effectivement une vaste quantité de détails qu'on ne peut pas retranscrire en écrit, ça c'est évident. Quand on filme une activité, quand on la voit être fait, effectivement on peut voir beaucoup de choses se passer, mais le fait que ça soit en vidéo pour moi du coup je commence direct dans le dur. Après Arnaud tu verras si t'as moi je vais rebondir aussi, mais peut-être je voulais juste couper quand même court à tout ça avant même, parce que je voulais dire un mot sur le coût du système documentaire, un petit mot. Parce qu'on a discuté la semaine dernière du coût, etc. Et je pense que pour le vivre là sur un site, le coût d'un système documentaire qui n'est pas du tout organisé, à mon sens, dans tout ce qu'on a discuté la dernière fois, il y a un coût énorme qui n'est pas évaluable, entre guillemets, mais c'est le risque réglementaire que tu peux prendre avec de la documentation qui est mal foutue, et où tu peux prendre aussi des risques dans la réalisation de tes process, et pas que tes process de prod, mais tous les types de process. Et ça peut être vraiment un coût, là, pour le coup, avec beaucoup de coûts, qui peut vraiment exploser, quoi. C'est une dimension super intéressante ce que tu abordes là. On a fait il y a quelques mois un séminaire, je sais plus, c'était chez Paul Pharma de mémoire. Et j'ai fait intervenir une cliente qui a parlé du système doc, et j'ai adoré la conclusion à la fin, parce qu'à la fin elle disait avant, pour préparer une inspection ça me prenait 1 mois, aujourd'hui ça me prend 3 minutes. Ouais. Non mais voilà, c'est vrai, Non, voilà, je voulais juste faire cet aparté là, parce que le coût du système doc, c'est pas juste le coût du maintien, le coût de la recherche, c'est aussi le risque en inspection que tu prends. Et le risque sur tes opérations que tu prends. Est-ce que tu peux préciser ce risque ? Parce que là, tu vois, quand j'entends ça comme ça du but en blanc, je pense quand même pas mal à un consultant qui dirait ça pour faire paniquer tout le monde. Mais parce que finalement, c'est vrai, parce que de quoi tu parles exactement ? En fait, quand tes activités sont mal documentées et que du coup tu ne trouves pas les informations,
En fait, alors déjà, quand tu vas devoir présenter comment tu fais tes opérations en inspection, ça va être très compliqué. Mais en plus, derrière, le risque, en fait, comme c'est mal documenté, comme tu sais pas bien l'expliquer, ça veut dire qu'opérationnellement, tu sais pas bien le faire. Et donc, tu peux te prendre un carton en inspection. Et surtout, ça veut dire que la réalisation de tes process repose sur les personnes et non pas sur le système. Ça, c'est pas mal. Ça. Voilà. Exactement. C'est bon, je fais moi le consultant qui veut faire peur. Et en fait, on le voit autrement aussi, c'est dans les causes racines des déviations, parce qu'un inspecteur, il va chercher systématiquement, il va creuser un peu le portfolio des déviations, et quand il voit énormément de causes racines liées à la documentation et la formation, ça renforce pas du tout, en tout cas, la confiance, et puis ça rejoint ce qu'a dit Arnaud, c'est que même si on a l'impression que c'est un peu subjectif, l'inspecteur, il va le factualiser tout de suite avec les routes causes, quoi. Mais ça, moi, je suis complètement d'accord, mais moi, je vais même plus loin, et je te prends un exemple d'un process de le maintien de l'état qualifié de tes équipements, et comment tu t'assures que quand tu vas produire, tu es avec un équipement qui est qualifié, qui a été requalifié périodiquement, etc. Peut-être que tu vas même pas arriver jusque-là dans ta cause racine de déviation en la flaguant système documentaire, mais plutôt en flaguant peut-être équipement. Mais en fait, tout ça, c'est si ton process il est mal fait et mal documenté, tu arrives encore moins à le suivre aussi, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus large que ça, quoi. Ouais, j'ai un témoignage dans ce sens. On a travaillé une fois sur un processus d'intégration d'un nouvel équipement. Alors, c'est un processus qui n'est pas nécessairement un processus de réalisation le plus courant en routine, mais c'est généralement géré sous forme de projet ou même un processus un peu plus fréquent, on va dire, un peu plus récurrent chez d'autres structures. Et en fait, on se rend compte que ce genre de processus, il n'est jamais décrit end-to-end. J'entends par là, il n'y a absolument nulle part où on décrit le film, où on raconte l'histoire de comment un nouvel équipement arrive. C'est réparti dans une soixantaine de documents. Exactement. Ouais. Une documentation achat, une documentation finance, une documentation qualité, une documentation process, une documentation quali valide, une documentation HS, une documentation... Et j'en passe. Hein. Et là-dedans, les rôles et responsabilités, c'est juste un flou artistique. Parce que il n'y a pas de continuité dans la description des opérations, on ne sait pas qui fait quoi. Généralement, c'est le chef de projet qui va tout combler. Mais à côté de ça, qu'est-ce que je dois faire, quoi ? C'est quoi mon livrable ? Qu'est-ce que je dois donner ? Et les trous dans la raquette, etc. Et là, on l'a fait passer de 60 et quelques à une dizaine de documents, je crois même moins, 7 ou 8 documents. Ça commence à dater. Et là-dedans, en fait, on décrit l'histoire, hein, en fait. On raconte l'histoire d'une manière la plus fluide possible, sous forme de processus, sous forme de séquence d'activités, avec des rôles et responsabilités clairs. Et puis à côté de ça, chacun, il a son propre mode opératoire qui va reprendre l'intégralité des activités qu'il doit exécuter dans ce processus-là, avec des livrables qui sont extrêmement bien définis et verrouillés pour qu'il n'y ait plus de difficultés dans ce que j'appelle les interfaces entre les process. Hein. Donc quand je dois communiquer entre la finance et la qualité, on ne parle pas nécessairement la même langue, mais quand on a le même livrable qui est validé par tout le monde, qui est courant commun, etc., et qui ne bouge pas, qui est standardisé, là, ça va beaucoup mieux. Et ce qui est bien, en tout cas, c'est que ce processus-là, typiquement, comme on dit avec Arnaud, c'est que c'est un processus qui est difficile et peu fréquent, enfin complexe et peu fréquent, et donc c'est exactement le genre de processus qu'on doit avoir de parfaitement documenté. En termes de doc, ouais, grave. Ouais. Parce que, comme tu dis, hein, la documentation, enfin, les opérations de routine, j'ai envie de dire, les gens, ça fait des années qu'ils font le job, etc. Là où on prend beaucoup de risques, c'est sur les opérations complexes et sur les opérations peu fréquentes et sur les nouvelles arrivants. Mais ceci dit, quand même en étant dit ça, purée, il y a quand même les déviations, quoi. Il y a quand même des erreurs pour cause racine, doc et training. Ça veut dire que même si on met les moyens et on met 3, 4, 5 millions d'euros par an pour mettre sous contrôle le training, mettre sous contrôle la documentation, former les gens correctement, etc., il y a quand même des erreurs, il y a quand même des trous dans la raquette et le process bouge. Le process bouge.
très bonne transition pour revenir sur le sujet. Désolé, hein. Moi je voulais quand même poser cette réflexion pour approfondir ce qu'on a dit la semaine dernière, mais je pense que c'est intéressant quand même de revenir aussi sur ta question de départ, parce que moi aussi je suis très curieux par rapport à la procédure vidéo. Donc la procédure vidéo, ma question c'était surtout justement quand le processus il bouge déjà, comment est-ce que ça se passe pour modifier les procédures, sachant que beaucoup d'entre elles, en gros il faut que la compétence de réalisateur elle soit maîtrisée en interne, et après que tout l'équipement soit disponible pour pouvoir retourner le truc. Voilà. Alors, je te rassure, Paul-Adrien, on fait pas des films comme Avatar. Quel avec dommage. Des effets spéciaux, etc. En fait, il faut recentrer l'intérêt de ce format ou de la vidéo. Elle doit servir à l'utilisateur final. Donc, dès que tu as quelque chose qui est suffisamment explicite, suffisamment clair pour qu'il sache exécuter son job, le travail est fait. On ne cherche pas à faire quelque chose de compliqué. Après, j'entends qu'il y a des compétences. Alors, abordons-les, ces compétences. La première compétence, c'est pouvoir filmer. Je pense, aujourd'hui, tout le monde filme avec son smartphone. On filme exactement la même chose. Hein. On est en train de filmer un geste. On est en train de filmer quelque chose qui se passe dans un environnement donné. La seule compétence qui est un poil plus touchy, c'est la compétence de montage. Le montage, ça revient à couper des petits bouts de la vidéo et les coller, les rapprocher, supprimer des petits trucs, des petits temps morts, etc. Combiner des prises. Voilà, exactement, combiner des prises, etc. Et là, pour le coup, alors, c'est extrêmement simple. C'est vraiment, moi, je compare cette compétence à la compétence PowerPoint. C'est du PowerPoint. Parce que... Okay. Alors, peu importe l'outil qu'on va utiliser pour faire le montage, on va utiliser là-dedans que 2 ou 3% de ses fonctionnalités. On va rien faire, en fait. On va rajouter des titres, rajouter des flèches, rajouter des cercles ou des images, même pas des images, et encore, rajouter des cercles pour attirer l'attention, pour pointer quelque chose. Ouais. Attention, il y a un petit bout en fer qui sort, risque HS. Attention, il ne faut pas mettre le genou par terre. Attention, il faut utiliser telle ou telle vis. Attention, il faut que, par exemple, une poche soit positionnée de telle manière. Tu vois, on va juste mettre l'accent sur le point sensible du geste. C'est tout. Hein. C'est vraiment tout. On rajoute des textes. Donc, insérer un texte et écrire. Rajouter une flèche, tu prends la flèche et tu la dessines. Rajouter un cercle, un carré et tu le fais. C'est vraiment, enfin, ça serait... comment dire, ça serait pas correct de dire qu'on a besoin d'une compétence de montage. Non, on a besoin d'un peu d'ouverture d'esprit, un tout petit peu de curiosité pour se familiariser avec l'outil, comme on l'a fait avec PowerPoint, comme on l'avait fait avec Word à l'époque, comme on le fait avec, j'en sais rien, n'importe quel ERP qui utilisait. La courbe de montée en compétence sur ce sujet-là, elle est extrêmement facile. Par contre, là où c'est super intéressant, c'est ce qui arrive avant le tournage. Ce qui arrive avant le tournage, nous on appelle ça du préséquençage, c'est le script que tu vas verrouiller pour que tu puisses filmer correctement. Et ce script-là, ça prend un peu de temps pour être élaboré. Parce que, mine de rien, on se réfère à la documentation actuelle, qui, comme on l'a dit la dernière fois, n'est pas complète. Il y a des trous dans la raquette. Donc, il y a des allers-retours entre la prod, le technicien, l'expert, la qualité et le HS pour s'assurer qu'on capte bien les choses. Donc, pour faire une bonne vidéo, c'est pas filmer, c'est pas faire un montage, c'est s'assurer qu'on capte bien la bonne information à filmer, tout simplement. Et là, pour le coup, bah oui, ça sollicite un peu de ressources côté opération, côté acteur du processus pour qu'on puisse avoir la bonne chose à filmer, tout simplement. Et puis, autre chose que je voulais rajouter, je m'excuse, enfin, j'ai tellement de choses à raconter là-dessus.
Autre chose, c'est que le format vidéo, ça reste un média comme d'autres médias. On va pas s'amuser à filmer quelqu'un qui est en train de déplacer un chariot. On va pas s'amuser à filmer quelqu'un qui est en train, j'en sais rien, de serrer un boulon, sauf si c'est quelque chose d'extrêmement technique. On va sélectionner les activités qui sont à risque, qui sont techniques, qui sont critiques, qui nécessitent une technicité, où on a l'habitude d'observer des déviations, où on a l'habitude de s'offrir avec un nouvel arrivant pour les filmer, pour les capter en vidéo. On ne va pas nécessairement filmer tout n'importe comment. Tu vois, ça c'est le point de départ. Hein. Oui, vas-y Arnaud. Moi, dans ce que tu dis, ça me fait vachement penser finalement, quand nous on fait sur les erreurs humaines, qu'on met en place les observations de tâches, finalement, si tu fais ton script de vidéo de la bonne manière, tu as aussi ton support d'opération de tâches qui est prêt, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, ce format vidéo devient le support de formation pratique. En fait, c'est la bonne manière de faire, c'est le bon geste avec les bons points d'attention, qualité EHS performance. Et puis tout le monde se forme sur la même base. Et alors, comment ça se passe le tagging, c'est-à-dire quand on veut retrouver cette tâche, par exemple, ouais. Dans le fouillis, dans l'ensemble des vidéos, parce que ça ne doit pas être un fouillis vu que tu l'organises correctement, mais dans l'ensemble des vidéos et des petits gestes. Ou même dans la vidéo elle-même. Et ensuite, après, dans la vidéo elle-même, le point exact que tu voudrais regarder. Ok. Et on reviendra après sur la mise à jour, parce que ta question initiale, c'était comment je mets à jour ça. Bah, t'as un peu répondu avec le montage, mais... J'ai répondu avec le montage. Maintenant, je vais le dire en 2 mots, la question mise à jour. Il ne faut pas imaginer qu'on bouge la manière de faire tous les matins. On le faisait avant parce qu'il y a des lacunes dans la documentation. On le fait de moins en moins. Et la dernière fois, j'avais parlé de la stabilité d'un document. On passe d'une durée de vie autour de 1 an à 2,7 années. Ça veut dire que le document il devient vraiment, vraiment, vraiment robuste. Et quand on change quelque chose, on change un geste. Donc, je n'ai pas à tout refilmer. Je vais refilmer juste l'opération qui m'intéresse. Et après, pareil, c'est du copier-coller. C'est du montage. Copier-coller. Mais vraiment du copier-coller. Ta question maintenant, comment je retrouve l'information ? En fait, il y a toujours une porte d'entrée. Je ne cherche pas une vidéo en particulier. Je cherche l'opération qui m'intéresse. Et l'opération qui m'intéresse va se retrouver dans ce qu'on appelle un flowchart ou un processus d'activité. Tu vois ce que c'est ou pas ? Oui, bien sûr. Ouais. Un processus... Après, tout le monde ne voit pas forcément. Un processus, en fait, pour faire simple, un processus, c'est une séquence d'activités qui permet de transformer quelque chose. Okay ? Donc, on peut décrire comme une séquence d'actions. On prend un exemple tout bête, faire des crêpes. Ok, je dois préparer mes ingrédients, mélanger les ingrédients, préparer mes ustensiles et puis cuire ma crêpe et puis la décorer, mettre du chocolat ou que sais-je, la mettre dans une assiette, la dresser à table, etc. Enfin, on peut arrêter le processus plus ou moins tôt en fonction de l'organisation du site. Parce que, voilà. Et donc ce processus-là, c'est la porte d'entrée pour retrouver quoi que ce soit. Et du coup, la SOP, le format procédure, le format SOP, devient un document qui contient le processus, la séquence que je dois exécuter, qui contient les rôles et responsabilités dans ce processus. Qui fait quoi ? C'est le ce qu'on appelle, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, c'est ce qu'on appelle le qui fait quoi quand. Et ça contient aussi potentiellement quelques règles, quelques annexes, des petites choses comme ça. Et ça s'arrête là. Les procédures aujourd'hui, comme nous on les imagine, c'est process, rôle et responsabilité, business rules. Basta. Tout ce qui relève du comment j'exécute, je le fais passer dans les modes opératoires. Et tout ce qui relève du pourquoi je dois faire les choses, c'est quoi mon contexte, c'est quoi l'interface en machine, c'est quoi un autoclave, c'est quoi, j'en sais rien, un conteneur de PTE ou que sais-je, ça va dans la partie formation. Donc là, pour le coup, le document, il redevient vraiment centré et focus sur le processus.
Et ce document-là, qui contient le processus, c'est ma porte d'entrée. Donc, je clique sur l'étape. Imaginons que, allez, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la préparation des crêpes. Je vais le regrouper en étapes un peu plus high level. Tu as une étape de préparation, tu as une étape de cuisson, tu as une étape de service. Ok. Je suis à l'étape de cuisson, je clique sur l'étape de cuisson, ça m'amène vers une vue un peu plus détaillée de la cuisson. C'est comment je prépare ma poêle, comment je vais l'huiler, comment je vais verser la pâte, etc. Et ça m'explique la séquence d'activité. Une fois que je retrouve ma séquence d'activité qui m'intéresse ou l'étape qui m'intéresse, je clique dessus. Ça m'ouvre mon tutoriel, ou ma vidéo, ou ma séquence de photos, ou mon tableau, ou un schéma 3D, ou une simple, j'en sais rien, bande dessinée. D'accord. Ça m'ouvre mon tutoriel. Le tutoriel, ce n'est pas nécessairement une vidéo. Encore une fois, on va limiter les vidéos aux opérations les plus critiques et les plus sensibles. Tu vois? Donc, la navigation se fait par clic. C'est vraiment, je navigue d'un document à l'autre ou d'une vue du processus à l'autre. Je n'ai plus à chercher, avec des mots-clés, quoi, tu vois. Et là, l'enjeu, c'est juste apprendre aux personnes à naviguer différemment. On sait tous le faire. Dans un site internet, de toute manière, on le fait. On le fait pour clair. Aller, voilà. J'en sais rien, je dois acheter une chemise. Je vais pas aller dans le prêt-à-porter pour bébé, quoi. ou je vais pas chercher dans les chaussures. C'est vraiment une architecture du processus, basée sur les processus. La navigation est rendue intuitive par justement l'organisation en étapes de processus. Et après, dedans, tu as l'information sur chaque étape. C'est ça? Donc finalement ce qui est le plus dur, c'est pas de capter des vidéos. Le plus dur, c'est de structurer en amont. Et une fois que tu as bien structuré, là, on a un truc qui va tenir la route et dans lequel tu vas pouvoir bien naviguer. Et moi, dans ce que tu disais, je me disais, ok, en fait, il faudrait, alors pour ceux qui sont des sites avec des dossiers de l'eau électronique, il faudrait arriver jusqu'à avoir ce truc de vidéo au bon moment, au bon endroit dans ton dossier de l'eau électronique quand on a besoin, quoi. Et c'est le cas chez certains de nos clients, en fait. On s'affranchit complètement de tout ça et l'opérateur, lorsqu'il doit exécuter une étape dans son MES ou dans son Electronic Batch Record, il a une petite fenêtre à côté sur laquelle il clique et ça lui donne le way of working, ça lui donne le mode opératoire. Et alors le support de stockage de ce mode de fonctionnement. Comment tu valides? Comment t'approuves? Comment t'approuves? En fait, tu approuves... Pardon, je t'ai coupé, mais... Ça change rien. Enfin, il y a deux questions ici. Il y a l'espace de stockage pour ces vidéos-là, et puis le processus d'approbation. Je commence par le et de fonctionnement. Oui, parce qu'avec Arnaud, justement, c'est un de nos gros problèmes, c'est que les QMS, ils font pas ça, quoi. Enfin, les QMS ou les GED. Les GED, certaines tu mets que du texte, quoi. Certaines le font. Ah oui. Certaines le font, et généralement, les nouvelles versions le font. Après, il y a plusieurs façons de faire. Je commence par la réponse au processus de validation parce que la réponse est très facile et très rapide. Je ne change rien dans le processus de relecture d'approbation du document parce que le tout va se retrouver dans le document. Dans ma procédure, j'ai mes process, mes rôles et responsabilités. Dans mes modes opératoires, j'ai une déclinaison de tous les tutoriels qui me concernent. Et là, la clé dans l'architecture documentaire, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un mode opérateur par profil, par rôle du processus, pour éviter à ce que j'aille chercher de l'information dans 3, 4, 5, 10 documents différents. Donc en gros, si j'ai un rôle dans le processus de compression, j'ai ma SOP de compression et j'ai mon mode opératoire de compression qui reprend l'intégralité de mes activités dans ce processus-là. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, tout le contenu va se retrouver dans une documentation normale. Donc quand je fais une revue et une approbation du document, c'est exactement la même chose que ce que je faisais avant parce que c'est contenu dans un document. Et ce que tu appelles un document, donc c'est l'architecture plus l'explication de chaque étape, ou alors chaque étape est un document? Non. Ça, en fait, ça décide. En fait, ok. Ce que j'appelle les documents, c'est les procédures, les SOP. Les SOP, comme je disais, contiennent le process plus les rôles et responsabilités plus quelques règles. Donc ça, c'est un document que je revois et que j'approuve. Là, pour le coup, il n'y a pas de format
nouveaux. Mhm. Ok. Et à côté, associé à ces process, associé à ces SOP, pardon, il y a des modes opératoires. Et ces modes opératoires, pareil, c'est en format classique, document, mais qui contiennent des liens vers les vidéos. Tout simplement. Ah, donc, la vidéo, elle n'est pas forcément stockée dans la GED alors? Elle n'est pas systématiquement stockée dans la GED. Elle peut être stockée dans la GED ou ailleurs. Ok. Lorsque la GED le permet, et quand je dis le permet, ça veut dire que je peux faire une lecture streaming, j'ai suffisamment de capacité de stockage dans la GED, etc., etc. Oui, on préfère garder tout dans la GED et comme ça, je renvoie systématiquement et directement vers la dernière version effective du document, de la vidéo. J'ai pas d'erreur possible, etc. Parce que c'est géré comme un item, c'est géré comme un objet à part entière dans la GED, versionné, etc. Si je n'ai pas la possibilité d'avoir ça, il y a plein d'autres solutions de stockage, soit interne dans le réseau local, soit sur le cloud du style SharePoint, avec quelques règles de fonctionnement, en limitant les accès aux vidéos, et comme ça, on a toujours les dernières versions en place, etc. Et ça rajoute une étape supplémentaire dans le processus d'approbation des documents, pour qu'on aille vérifier que j'ai bien la bonne version. Et aussi, on a quelques métadatas qu'on met dans le document lui-même pour qu'on puisse s'assurer que je visualise bien le bon truc. D'accord. Donc là-dessus, et tu vérifies les liens, du coup. Ouais. Tu vérifies. En fait, quand tu approuves ton mode opératoire, tu approuves tout le contenu, les liens qui renvoient bien vers la bonne vidéo, et ainsi de suite. Donc, pour revenir globalement, le processus de revue, d'approbation et de mise en effectivité, il ne change pas, moyennant quelques règles supplémentaires si jamais on stocke en dehors de la GED. Et puis la partie consultation, elle se fait... la partie stockage, consultation et stockage, en fait, on le gère en fonction des moyens du bord et en fonction du client. De ce qui se trouve déjà disponible par le site. Quoi. Exactement. Et comment on s'assure que les gens ne deviennent pas, en anglais, lazy, ils ne deviennent pas paresseux pour leur mise à jour, c'est-à-dire, voilà, on a la vidéo, flemme de la retourner, on garde celle-là, et petit à petit, le processus change, les vidéos ne se mettent pas à jour. Je veux dire, est-ce qu'il y a une équipe mais là, t'abuses, hein. C'est déjà le cas avec les documents papier. Oui, c'est vrai. Oui. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais sauf que les documents papier, puisqu'ils sont globalement subjectifs, tu peux t'en sortir en disant tandis que si tu as remplacé un certain nombre de choses, en fait, tu vois là, ce que je veux dire par là, c'est que la vidéo, elle a le désavantage de justement capter l'ensemble de l'environnement et des choses disponibles, ce qui fait que elle vieillit plus vite qu'un document. Bon, je sais pas après, ça se trouve c'est faux. Hein. En fait, on n'a pas de religion là-dessus, dans le sens où, en fonction de l'état de maturité du site, ils choisissent telle ou telle solution. La même question se poserait aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait que, suite à une déviation où je dois changer la documentation, comment je m'assure que ça a été bien fait, ou que les documents annexes ont bien été revus, ou ajustés, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les déviations maintenant, on change la documentation parce qu'elle est pas suffisamment précise. Oui. Alors qu'avec la vidéo, du coup, elle est précise. On a moins l'idée de changer la documentation avec les vidéos. On va plutôt essayer de changer justement la manière dont tant mieux, j'ai envie de dire, Paul-Adrien. Ouais, exactement. Tant mieux. Ça, c'est vrai. Si le process est bon, il n'y a rien à changer. Par contre, si le process est mauvais, il faut changer quelque chose. Ça apparaîtra dans la déviation, ça apparaîtra dans le change control parce que tu as un changement un peu plus important. Et puis, comme je disais, ça, en fonction de la maturité de l'organisation, on peut plus ou moins changer l'organisation autour de la documentation et la formation pour avoir des équipes dédiées qui sont single point of contact, des SPOC locaux par département, ou pas. Mais en tout cas, voilà, là où on est intervenu, généralement, on recentre la mise à jour ou le maintien du système documentaire et de formation, j'insiste bien, les deux ensemble, et de formation, on centralise ça chez des personnes bien identifiées par département.
D'une part, pour que le tout soit mis sous contrôle et que on a une vraie accountability, une vraie responsabilité derrière la mise à jour documentaire et le maintien d'une bonne information au niveau de la documentation et de la formation, d'une part. D'autre part, il y a aussi la notion de monter en compétences sur le montage, sur le tournage, etc., où on a des personnes dédiées, donc de toute manière, ils le font et ils s'amusent à le faire, et aujourd'hui, ça se passe super bien, parce que ces gens-là, là on est passé, franchement, ils ont été vachement valorisés dans l'organisation, ce qui amène quelque chose de ultra fluide pour les utilisateurs finaux, et ils voient bien la reconnaissance, quoi. Franchement, enfin, j'ai jamais été dans cette position parce que moi je suis pas un interne chez X ou Y, mais quand je discute avec mes change agents ou les personnes avec qui on a travaillé, etc., ils me le disent, quoi. Parmi les plus grosses motivations, c'est la reconnaissance du terrain, parce qu'on est en train de leur changer leur vie, quoi. On change la vie des utilisateurs, à la fois avec une documentation plus facile, mais aussi avec une formation plus ciblée, plus accélérée, plus normalisée, mieux structurée, etc. Ce qui est juste, en tout cas, c'est que c'est beaucoup plus facile de filmer lorsque tu sais quoi filmer que de décrire. Ah, ça c'est clair. Et ça c'est indéniable, quoi. Ça c'est clair. Je sais pas si tu as eu l'occasion de rédiger un document. Jusqu'à mon sourd. Non mais on se tord le cerveau pour avoir le bon mot qui exprime bien comment je dois faire machin. Et même selon les personnes, après, c'est différent. Enfin, tu sais, genre pour toi, c'est bon, pour une autre, c'est pas bon. Et en fait, t'as jamais raison. C'est Victor Hugo et n'importe qui pourrait écrire son roman de 100 façons différentes, quoi. Et ce qui me paraissait, moi, extrêmement fluide, extrêmement facile, quand je le mettais en prod, ils comprenaient rien à ce que j'ai écrit. Hein. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir fait un truc extrêmement simple et très ciblé. La dernière en date, il faut placer une poche il faut bien la positionner sur 4 coins. Il faut faire attention sur les coins arrière, les coins avant, etc. Il faut trouver le bon jargon. Il faut pouvoir décrire ça. Il y a un petit peu de technicité là-dedans. Et on a passé un quart d'heure à trouver 2 mots, quoi. Alors que tu filmes, tu fais avec, comme tu dis, des flèches ajustées comme ça, et le gars qui ajuste, terminado. Et voilà. Trop bien. Mais en vrai, c'est vrai que sur le principe, ça donne vraiment envie quand Arnaud disait, ouais, dans ton dossier de l'eau, tu as chaque opération qui est reliée avec une vidéo, tu te demandes comment faire, tu cliques, ça s'ouvre, tu regardes, hop, et tu avances comme ça. À chaque fois que tu as un doute sur l'étape, ça fonctionne comme ça. Ça donne vraiment envie. Et après, en fait, tous les freins qu'on peut s'imaginer, là, que je dis, que je donne comme ça, c'est vraiment le Paul Adrien de la résistance au changement, quoi, tu vois. Bah oui, mais c'est normal. C'est en fait, c'est ce que tout le monde s'imagine, mais finalement, la situation finale, c'est quand même un bon rêve, quoi. Enfin, c'est bien, quoi. Mais en fait, j'ai envie de te dire quelque chose, Paul Adrien, c'est que les freins qu'on rencontre ne sont pas liés à la cible ou à la méthode. Ils sont liés au niveau actuel du processus. Là, on galère le plus, c'est parce que personne ne sait comment c'est fait, quoi. Personne, mais vraiment, personne ne sait qui doit faire quoi. Et là, on passe du temps, et là, on a aussi des discussions à rallonge avec les qualiticiens, entre la qualité et la prod, les rôles de chacun. Après, des fois, on doit changer des choses. Mais tout ça, c'est de l'amélioration continue, en fait. Tout le monde doit y passer, qu'on le veuille ou pas. Ouais, peu importe si on est dans le cadre d'une transformation documentaire, mais de la formation ou pas. C'est un effet positif de cette intervention, c'est que la maîtrise dans le processus si j'ai un processus qui est maîtrisé, grâce à ça, quoi. Moi, si j'ai un processus maîtrisé, et j'en ai eu, un processus maîtrisé, j'en ai eu par le passé, ça nous a pris une demi-journée de tout décrire, picobello, on sait comment c'est fait, on a décliné derrière le way of working, le comment je vais exécuter les choses, et c'est passé en 2 mois, quoi. Non, mais ça, c'est clair que moi, ce que j'aime bien dans ce travail de structuration et de tout ce qu'on vient de dire, c'est que combien de fois sur les sites on arrive, alors nous, c'est souvent pour simplifier les dossiers de l'eau, et en fait, tu te rends compte que d'une équipe à l'autre, d'un opérateur à l'autre, sa façon de faire, elle est différente.
Et du coup, à un moment donné, alors il y a des activités qui sont critiques, qui sont complexes, où tu dois avoir un chemin de fer bien décrit et bien structuré pour t'assurer justement que tu as une espèce de répétabilité. Et donc, travailler sur restructurer la documentation, et non pas effectivement avec du texte, mais plutôt avec de la vidéo, ça réduit vachement l'interprétation, et donc je fais de la manière que moi je veux. Exactement. C'est clair. Et je te parle pas de l'impact pour l'intégration des nouveaux arrivants en termes de flexibilité, et puis ça va tout seul. Ouais, c'est clair. Ça peut être un sujet, ça, l'intégration des nouveaux. Ouais. Bah, peut-être que c'est ce dont on parlera la fois prochaine. En tout cas, ça fait 34 minutes qu'on parle déjà, donc c'est le moment de, c'est le moment de dire stop. En tout cas, c'est vachement intéressant et c'est justement c'est une nouvelle façon de voir les choses et de fonctionner qui finalement est vraiment orientée vers l'objectif final qui est vraiment à développer, quoi. Donc, on espère en tout cas que ça vous a intéressé de voir et qu'on a posé les bonnes questions justement pour essayer de lever un petit peu les freins qu'on avait nous, hein, d'ailleurs, parce qu'on a parlé plus d'une fois sur les procédures vidéo, qu'on savait pas très bien ce qu'on aurait pu faire. Donc en tout cas, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Wael, donc sur LinkedIn, hein, il est très disponible. Et puis derrière, c'est pareil avec Arnaud, on a monté, il y a la communauté, on a refait une communauté WhatsApp. Donc si jamais vous voulez venir, je mets le lien dans le chat. Je sais pas, voilà, je mets le lien dans le chat pour si jamais vous voulez vous y joindre. Donc il y a déjà pas mal de personnes, on a déjà une grosse trentaine avec il y a déjà des petites discussions, ouais, c'est cool. Donc c'est sympa. Et puis quoi d'autre, en tout cas, merci à tous de nous suivre. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion sur probablement la documentation et peut-être l'intégration des nouveaux. Et peut-être les formations. Et d'autres. Yes. Exactement. Allez, merci à tous. En tout cas.